Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour dire ce que je pense de l'exercice du ministre des Finances pour l'année 2021-2022. Mr. Speaker, sir, we are in the midst of a pandemic. We are at the end of a cycle, of an economic cycle, and we are seeing also the growth of a black economy. And what is needed, Mr. Speaker, sir, is a bold paradigm shift. The members of the government have been commenting on a number of measures, mostly the social ones, on the modernization of the country. I will speak on that a bit later. But when we see, they say that we have painted a very gloomy picture of what Mauritius is. When we say that Mauritius is in a very bad and dark patch. The International Monetary Fund, Mr. Speaker, sir, the World Bank, Moody's, the Global Initiative to Combat Organized Crime, VDEM, the FATF, they are not in the opposition. They are not in the opposition. They have done their homework and they have painted a picture. For example, the World Bank says, by using the current crisis as a wake-up call, we must unlock investment, restore competitiveness, mainstream inclusiveness, and do more with less. And it says, but this is not an easy task. The task, Mr. Speaker, sir, belongs to strong, independent institutions with men and women of competence and integrity. In my speech, I will raise this issue of integrity and competence throughout. Un budget, c'est une responsabilité envers la nation, Monsieur le Président, c'est une responsabilité envers l'avenir. Et la première responsabilité du ministre des Finances, c'est de dire la vérité. Dire la vérité, de voir les analyses qui ont été faites par les institutions internationales, par les observateurs économiques, les captains of industry, de nous dire la vérité concernant les chiffres. Nous savons ce qui s'est passé avec les réserves de la Banque de Maurice. Nous savons quel est le protocole exigé maintenant par les institutions internationales concernant le MIC. Nous savons aussi quel est le niveau de l'endettement, 400 milliards. Nous savons aussi que le ministre prévoit un endettement autour de 500 milliards dans les années qui viennent. 70% du PIB, il dit 2030. Nous savons aussi, Monsieur le Président, que nous avons reculé de à peu près 15%, et il annonce une croissance de 9%, ce qui est au-dessus de ce que les observateurs et les institutions internationales ont dit. Et quand on lui a posé la question, mais comment vous allez arriver à ces 9%, il dit, pour demander donc cela, pour qu'on parle de la philosophie, de la rationalité de ce budget, des objectifs, il dit que ma mesure phare, c'est les drains. It is for this reason that I'm saying, Mr. Speaker, sir, that we need a bold paradigm shift
Because we are at the end of a cycle, sugar is no longer king. Textile is competitive just because of the devaluation, depreciation of the rupee. Tourism is on its knees. ICT is just there. The financial sector, we have this huge issue of FATF and the European Union and the UK listing. And does this budget raise the issue of the emerging sectors? Our resource throughout the years, Mr. Speaker, sir, has been our human capital, le génie mauricien. La capacité du Mauricien à acquérir la technologie, à la maîtriser et de passer d'un stade de développement à un autre. J'ai bien écouté l'honorable Ganga Prasad sur le système d'éducation. C'est clair, notre système d'éducation ne peut pas aujourd'hui fournir les compétences, les skills de demain. Et qu'on continue à mettre en place un système qui ne correspond plus aux exigences de la compétitivité et de la diversification d'aujourd'hui. Mr. Speaker, sir, our human capital is all that we have. And I'm going to raise this issue of unemployment, the issue of redundancy, and we have to see to it how do we hone our new skills, Mr. Speaker, sir. Le ministre a parlé du chiffre de 42 000 personnes qui ne veulent pas travailler ou qui veulent travailler mais n'arrivent pas à trouver du travail ou cherchent du travail mais n'arrivent pas à travailler. Il met ça, l'explication qu'il a donnée, c'est la pandémie, et l'explication qu'il a donnée, c'est que nous sommes en train de faire, la critique qu'il a faite, c'est que nous sommes en train de faire de la démagogie dessus. Mais je pose la question, l'année dernière, c'était 2000. Donc on est passé de 2000 à 42 000. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de statistiques, qu'on parle de chômage. C'est vrai qu'on parle de pourcentage. Mais derrière chaque chômeur, il y a une famille. La question que je me pose, c'est que comment vivent ces 42 000 familles qui, d'après l'explication, cherchent du travail et n'en trouvent pas, ou en trouvent mais ne peuvent pas travailler. Ça, c'est une question, j'aimerais bien que le ministre nous réponde, parce que c'est une question qui a une portée sociale extrêmement lourde, étant donné la situation actuelle. Now, let me address the issue of redundancy, Mr. Speaker, sir. De novembre 2019 à mars 2000, période préconditionnement, une quinzaine d'entrepreneurs ont fait appel au Redundancy Board, c'est-à-dire ont signifié leur intention de licencier leurs employés. Au total, autour de 300 employés, c'était en période de préconfinement, donc on comptait les 5 premiers mois. Mais de mars 2000, j'ai travaillé ces chiffres, Monsieur le Président, de mars 2000 à mars 2021, les cas ont explosé. Des 15 cas en 5 mois, moyenne de 3 cas par mois, on est passé à 230 cas en 15 mois, au total 2900 employés concernés. C'est au Redundancy Board. Le ministre n'a pas parlé de ce phénomène. Et quand demain, maintenant, dans le total de ces 250 cas, autour de 150 concernent la redundancy of workforce, closure of enterprise. Les secteurs sont le secteur manufacturier, le voyage et le tourisme. Demain, quand il n'y aura pas le Wage Assistance Scheme et le Semi-Employed Assistance Scheme,
à ce moment-là, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on est passé, comme je l'ai dit, de 15 cas à 230 cas. Et maintenant, ces cas concernent les entreprises qui ont plus de 15 employés. Donc, ne sont pas comptabilisées dans cette liste les entreprises de moins de 15 employés. Donc, ce qui va se passer, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Concernant le chômage, j'ai évoqué la question de 42 000 emplois. Monsieur le Président, il y avait donc l'obligation de dire la vérité sur les chiffres et il y avait l'obligation d'expliquer qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent concernant l'emploi, concernant l'investissement. Mais avec tous les analyses des institutions internationales, des observateurs, des captains of industry, qui prédisent que nous sommes dans une situation extrêmement incertaine, il y a en toile de fond un chiffre, Monsieur le Président. Et ce chiffre, c'est un trésor de guerre de 122 milliards de roupies qui est disponible pour le ministre des Finances aujourd'hui. Et quand on est en train d'annoncer les mesures sociales, quand on est en train d'annoncer la modernisation de l'infrastructure, quand on est en train de dire tout ce que ce budget propose, la question reste, c'est que le ministre des Finances a 122 milliards de roupies in a war chest, and that is why I'm saying that he could have had a bold paradigm shift to put the country on track for the next decade. Mr. Speaker, sir, il y a eu beaucoup de mesures sociales qui ont été annoncées et on a annoncé aussi les mesures to prevent workers and their families from falling into the trap of poverty et on a applaudi. Je pense que c'est une bonne chose. But, Mr. Speaker, sir, as a government in a pandemic, our pledge, our priority is to shield the most vulnerable sections of our society. Many say that we are doing it, but we have to do it. If we don't do it now, when are we going to do it? In the budget of 1982, Mr. Speaker, sir, 83, there were three priorities. The first one was to correct the imbalances of the economy, that is the major indicators. Second was to promote investment and create jobs. And the third one, in 1983, was to shield the most vulnerable segments of our society. But this has been there. And if we do not shield the most vulnerable segments of the society in times of pandemic, and we have 122 billion rupees, it's our duty. So when my honorable friends on the other side, they are all the time saying we are doing this, it's a listing of things which have to be done. And they have to be done. We owe it to our nation, we owe it to our people in the times of pandemic. So it's a question of responsibility of a government, Mr. Speaker. And all governments, which a caring government in Mauritius, elsewhere, they are doing it. So we have been doing it over years. There are a number of new schemes, new ideas, which is a good thing. And I hope that these new schemes will be implemented. And as I said, we welcome all the measures taken to prevent workers and their families from falling into the trap of poverty. Because we need to have social stability in the country. And this is a price to pay for social stability. Mr. Speaker, sir, the
wage assistance scheme and the self-employed assistance scheme have been extended for the tourism industry. I will say a few words about the industry. But I will make a request to the government. Just like after a surgery, the ventilator has to be switched off slowly to stabilize the patient to recovery. Some form of assistance will have to be given to the sector, that is the tourism sector, and other sectors, depending on how and when the tourism industry is going to be revived. Mr. Speaker, sir, it is a extremely sensitive issue. When the scheme is stopped, I know that it costs about 500 billion, and when the industry, we hope, we all wish that the industry is revived. Mr. Speaker, sir, the Honourable Minister mentioned about the price issue, le pouvoir d'achat des familles. Nous savons ce qui se passe. L'inflation est un chiffre pour les comptables, pour les ministres, pour les statisticiens. Mais pour la famille, le pouvoir d'achat est une question de survie, Monsieur le Président. Et avec la dépréciation de la roupie, je me pose une question. Je parle à tous ceux qu'on mettrait dans une catégorie de la classe moyenne, qui prévoient d'envoyer un de leurs enfants faire des études secondaires dans les années qui viennent. Comment peut-il aujourd'hui, en fonction de la volatilité, de la parité de la roupie, comment peut-il aujourd'hui faire des économies pour envoyer son enfant faire des études en 2022, 2023, 2024? La roupie sera où? À quel niveau? Now, Mr. Speaker, sir, the problem is that most families, we have the median in Mauritius about salaries. I think it's about 16,000 per worker. We know what's happening. Everybody is saying that once I go to the supermarket and then the next week, there is something which is happening. And everybody is bearing the brunt of it. Now, there is something else, Mr. Speaker, sir. In the past, when we were poor, we didn't have the means, we would be happy to have basic ingredients. But today, the children of vulnerable families, they know about Kentucky, they know about fast food, they know that they see it in front of them. So we have a huge problem as regards to the purchasing power of most of the Mauritians. And we have the issue of the poverty trap for those who are already in the low scale. And we have another issue that the middle class finding themselves in a very bad patch, Mr. Speaker. Mes collègues de l'autre côté de la Chambre applaudissent beaucoup quand il s'agit de la modernisation du pays. De la modernisation du pays. Alors, on a mis des milliards et on annonce les projets et on dit que c'est une question de vision. C'est-à-dire, on va faire ceci, on va faire cela. Mais là encore, je vais expliquer ce que c'est qu'une vision. Là encore, c'est une nécessité continue de venir avec des projets pour améliorer la qualité de la vie des Mauriciens, d'améliorer l'environnement des affaires, pour assurer la logistique pour les secteurs productifs. Et les projets doivent continuer. Et on regarde, par exemple, dans les budgets consécutifs, le même projet qui revient, parce que le projet n'a pas été réalisé. Je vais dire un mot tout à l'heure sur ce que j'appelle le project management, Mr. Speaker. Alors, le ministre a dit que son projet phare, son mesure phare, c'est les drains. 11 milliards en 3 ans. Alors, je voudrais demander au ministre, il pourra répondre,
quel est l'effectif de la Land Drainage Unit pour assurer les drains pendant 3 ans pour 11,17 milliards. Nous avons essayé tout le temps de faire des projets, avancer les projets. And I think I am somebody who like to drive projects. Monsieur le Président, on a annoncé 1500 projets concernant les projets d'infrastructure. Quel est l'effectif de la NDU? Ma question, elle est simple. Il ne faudrait pas que l'année prochaine, on arrive pour dire qu'on avait 3 quelque chose milliards de drains à construire, mais qu'on n'a pas pu gérer ce projet. Alors, c'est très bien de dire qu'il y aura un Land Drainage Unit avec 11 milliards, avec un effectif de quelques techniciens seulement. Who is going to drive the projects, Mr. Speaker, sir? This is an extremely important issue. And I would like to say a few words on the road decongestion program que j'avais piloté et de Urban Terminal de Victoria, parce que je vois qu'on a mis 8 milliards pour les 4 Urban Terminals dans Upper Plaine Williams. Je vois les échangeurs de Phoenix, les autoponts de Sorez, le pont de A1M1 de plus de 300 mètres de long et 100 mètres de haut. À l'époque, on avait imposé 3 critères. Quality of works, no cost overrun, no time overrun. And I would like to know whether this is being done. We see the project, les projets arrivent à maturité. C'est la transformation de l'île Maurice moderne. Nous sommes heureux, j'en suis heureux. Je vois que le ministre pilote les projets, il continue à les piloter. Et les projets sortent de la terre et on voit une autre île Maurice. Je voulais dire un mot sur l'échangeur de Hillcrest, qui sera complété dans les jours qui viennent. Je me souviens des grandes critiques ici, dans la Chambre, concernant la sortie de Saint-Jean et la Louise. Et on avait parlé à l'époque des 2 voies du métro et les 2 voies concernant le trafic routier. Et c'est là que j'avais demandé à la RDA de proposer la solution de Hillcrest, c'est-à-dire l'entrée dans 4 bornes sans passer par forcément Saint-Jean. Et demain, avec 1 kilomètre de Hillcrest jusqu'à Hawalouen, le rond-point, on pourra à ce moment-là joindre Emoka et Eben dans le cadre d'une plus grande mobilité. Let me now say one word about the urban terminal, Mr. Speaker. The urban terminal of Victoria is coming up beautifully. It is 5 arpents of land, 600 buses, 1,000 hawkers, but it took 2 years, Mr. Speaker, sir, to bring everybody together and to manage this project. Because it is a project of 2 billion rupees and it will transform the whole of this area with 80,000 people coming every day. But how was this done? Trust, coordination, and competence. And it took 3 years, Mr. Speaker, sir. So when I see the Honourable Minister saying that nous allons avoir 8 milliards d'investissements avec les urban terminals de Vakwa, de Kirpip, je le souhaite. La question, c'est la confiance de l'investisseur dans le projet, Monsieur le Président. Et je souhaite, pour les villes dont on a parlé, que ça se réalise. Now, let me now say one thing about vision. Because I heard about this is the vision of the Prime Minister, the vision of government. We are doing this. Vision is something else. In the 1980s, we had the vision to bring the factories to the people, c'est-à-dire les entreprises
vers les bassins de main-d'œuvre, ce qui a évité à Port-Louis de devenir ce que Port-Louis est devenu, ce que toutes les capitales deviennent, c'est-à-dire il y a une hypertrophie, toutes les unités de production se trouvent dans la capitale et tout le monde vient de travailler dans la capitale. C'était une vision géniale d'amener l'entreprise à Rochenoir, à La Flora, et faire de l'île Maurice une zone franche. Parce que la zone franche est une question de territorialité et était exclusivement, à ce moment-là, à l'époque, concernée exclusivement à l'époque, Coromandel et Plaine-Maison. This is vision. Another vision, Mr. Speaker, sir, is when you have 50 arpents of land in Eben and you decide that you will make it become a cyber city. You come up with a plan, you go to India, and you come up with 1 billion rupees and Indian technology and expertise. And today, we have what we have in Eben with 20,000 young people working in a cyber island, in a cyber city. This is vision, Mr. Speaker, sir. And this is exactly what we require today. When I speak of a paradigm shift, is a paradigm shift which changes the destiny of a people and the life of generations to come. These are the ideas that we need today, Mr. Speaker, sir. So let me now, so when my honorable friends on the other side of the House, they are saying this is the vision of the Prime Minister, this is the vision of government. We need, the vision would be when tomorrow, l'île Maurice devient un pays phare, incontournable entre l'Asie et l'Afrique. La vision serait quand le port de Port-Louis devient le port incontournable pour tout trafic maritime entre l'Indo-Pacifique, parce qu'on parle de l'Indo-Pacifique maintenant, on ne parle plus de l'océan Indien. La vision serait quand les Mauriciens vont partir dans les pays africains avec leur expertise pour créer des entreprises et amener la richesse à Maurice. C'est de ce genre de vision dont on a besoin, Monsieur le Président, aujourd'hui. Now let me just say a few words about the opening of frontiers. Everybody has talked about it. Opening of frontiers, sadly, has been an antagonistic debate between government and the captains of industry in the hotel industry for too long. The opening of frontiers is a national issue. We should open the frontiers for the country. We should open the frontiers for the country, for the nation, for the survival of the tourism industry. We have decided, we have given dates, but then everybody has said it. How can we have opening of borders and expect 650,000 tourists without an efficient, competitive Air Mauritius that is a national carrier? It's impossible. Aujourd'hui, il faut absolument aller vers les marchés, consolider les marchés traditionnels, mais aller chercher les marchés émergents. Je pense à la Corée du Sud, je pense à la Scandinavie, je pense à certaines villes en Allemagne. And this can only be done when the national carrier becomes the engine of that policy. And today what is happening, Mr. Speaker, sir? C'est un véritable désastre. Et nous savons aussi comment ce désastre est venu. Comment on a nommé des gens qui ont fossoyé Air Mauritius, qui ont pris des décisions qu'il ne fallait pas, qu'on a nommé politiquement. Je vais revenir là-dessus, la nomination politique et le rôle des institutions, Monsieur le Président. Alors, l'industrie touristique, il faut la réinventer. C'est l'occasion de le faire. Il faut retrouver les marchés. Il faut reconquérir les marchés traditionnels, les segments qu'on n'avait pas touchés. Il faut revoir le produit. Et il faut le faire dans le dialogue avec tout le monde. J'ai rencontré quelques représentants de compagnies aériennes et je leur ai demandé,
Où vous en êtes? Je dis, on ne sait pas. On ne nous a pas parlé. On apprend les choses par la presse. 650 000 visiteurs, Monsieur le Président. C'est à peu près 2000 vols. En 10 mois, c'est 200 vols par mois. C'est 6 à 7 vols par jour. Qui va venir 6 à 7 vols par jour et des vols remplis? D'où, Monsieur le Président? Nous souhaitons que l'industrie touristique reprenne. Parce qu'au-delà de l'industrie que j'appellerais le hardware, l'hôtellerie, le voyage, qui prennent peut-être 70% de cette économie-là, il y a 30% qui irriguent la vie de 50 000 personnes. Le plaisancier, le chauffeur de taxi, le marchand de plage, ceux qui produisent les produits artisanaux. Monsieur le Président, quand, comme on dit, l'éléphant laguait l'herbe crasée, au départ, il y avait cet antagonisme entre le monde hôtelier et le gouvernement, et c'était au détriment de tous les petits gens qui, eux, ils attendent la réouverture des frontières. Donc il faut absolument régler le problème de Air Mauritius le plus vite possible. Maintenant, j'ai appris que le Watershed Meeting aura lieu en janvier 2022 et que l'ouverture des frontières est prévue pour le 1er octobre. Deuxième chose, Monsieur le Président, le port. On en a longuement parlé. Notre quintessence géopolitique a été le port, Monsieur le Président, à travers les siècles. Nous avons été sollicités pour le fait que nous nous retrouvons entre deux continents. Et aujourd'hui, on parle de l'Indo-Pacifique. À l'époque, l'Inde et la Chine n'étaient pas les économies émergentes qu'on voit, les géants qu'on voit aujourd'hui. But what has happened to the port, Mr. Speaker? Who controls the port today? Who controls the port today? Who takes orders? Who is running the port, Mr. Speaker, sir? And I'm coming again to this issue of institution. You can't nominate a person who does not have the expertise or the competence to run a fundamental infrastructure like the port. We know what is happening in the port area. And then there's something else, Mr. Speaker, sir. The boats formerly, the ships, numbers were given. I think we talk about 30,000. The ships coaled in Port Louis. Now, they are not coaling in Port Louis anymore. They go to Durban, they go to Cape Town, they go to Madagascar, and they leave the containers there, and another ship carries them to Mauritius. Why? Because the slots which are allocated to ships today, often because of what is happening in the port area, the slots are not regular, and the boats prefer to go straight to South Africa or elsewhere. Mais il faut revoir le port. And in the new paradigm shift, where we are going to position Mauritius as le pays phare de l'océan Indien, entre les deux continents, the port has an extremely important role to play. Once I said, as regards to the drug problem, we have the pandemic, but drugs are still coming. The airport is closed, so where are they coming? What is the role of the port in all this? On a verrouillé politiquement le port, mais on en a fait une passoire pour la drogue. On a verrouillé politiquement le port, mais on en a fait une passoire pour la drogue, Monsieur le Président. And if we want to have this new paradigm shift, where you'll have better management, efficiency, where we become the port of call, and we become the hub. I've been trying for a whole year to find a ship to connect Mauritius to the east coast of Africa. I will say one word later on our Africa strategy. Nothing has been done. In this paradigm shift, Port Louis has to become one of the engines of growth. Un emploi dans le port
entraîne 5 à 6 emplois dans d'autres secteurs, Monsieur le Président. Alors, au lieu d'en faire une plaque tournante et port of call qu'il faut absolument visiter pour les bateaux, on en a fait une plaque tournante pour la drogue. Et aujourd'hui, c'est l'importation et la réexportation de la drogue entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Tout à l'heure, je vais dire un mot sur le rapport de la Global Initiative to Combat Organized Crime. Mr. Speaker, sir, I think that I have spoken about the port, I've spoken about the projects. Let me say something which is extremely important in my mind is about institutions, competence and integrity, Mr. Speaker, sir. Whatever we do, whatever be the project, however brilliantly it is being delivered, however brilliantly the ideas are, we need the people to drive them. We need the institutions to see to it that good governance and accountability are there, Mr. Speaker, sir. Otherwise, we know what is going to happen. Wastage, corrupt practices, inefficiency, no good quality of works. It's not just saying that a project should be a project is not enough. We need the institutions to see to it that all good governance and accountability are there. Il nous faut une réforme drastique et profonde de nos institutions au niveau de la gouvernance, Mr. Speaker, sir. Therein lies the success of project management and the safeguard of the interests of the people as regards to public funding. We have the National Audit Report. We have a number of cases where we are losing billions. C'est la priorité des priorités dans le New Paradigm Shift, c'est-à-dire des institutions où il y a la bonne gouvernance, l'accountability, il y a la compétence et l'intégrité. And it is high time, Mr. Speaker, sir, that we put the right person at the right place, at the head of our institutions and our projects. And this is one of the weaknesses that we see, ce que j'avais appelé le système cadenassé. Et là, les 2 dernières nominations au port et à la LGSC nous démontrent encore que cette pratique, cette philosophie continue. And it is high time that we have the right person. Nous avons des Mauriciens qui sont brillants. Et pour ce paradigm shift, Monsieur le Président, vous savez ce que je propose? Instead of saying that ma mesure phare, c'est les drains, moi je propose qu'on appelle les meilleurs, les têtes les plus brillantes de Maurice aujourd'hui. Et on leur demande comment sortir de cette crise-là. C'est une crise nationale. C'est une crise nationale qui nous concerne tous, c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants. Asseyez-vous, mettez la tête ensemble et proposez-nous comment avoir ce paradigm shift. This is what I'm proposing, Mr. Speaker, sir, because often they say, we are just criticizing. Let us take the best brains policy. Other countries do it. How do we get out of the financial services sector? The problem that we have. Let us take the people who know about it. Don't just nominate people at the head of an institution because he's a friend of yours, or close relative of yours, or because he will execute what you ask him to execute. Je demande un changement profond, ce que j'appelle le paradigm shift. Because if you put somebody who cannot manage a project, it is a disaster for the nation. And as I said, it is high time that we put the right person at the right place. And I mentioned the land drainage unit. Who is going to drive the land drainage unit with 3.4 or 3.5 billion every year? Who is going to drive the 12 billion rupee housing problem, housing issue? And what we see, Mr. Speaker, sir,
the listing of the budget with the names of all the localities where drain works are to be done was done on a constituency basis from constituency number 1 to constituency number 21. That was in the budget. And we started with that. Something else. We have 12,000 houses to be built. They are going to be built 600 per constituency. I am a town planner, Mr. Speaker, sir. No, you don't have the same availability of land. You don't have the same facilities. You don't have the same demand in each constituency. Then we know that the whole thing, that the two main pillars of this budget, that is 11 billion for drains and 12 billion for housing, they are politically oriented, Mr. Speaker, sir. The 12,000 houses, it's an urban issue. It's not having 600 families, because with the 12,000 households, you have to have the schools, you have to have the facilities, and you have to provide them the quality of life, Mr. Speaker, sir. It's not just saying 12,000 maisons and saying that, yes, we will provide housing facilities for the young couple. This is all right. All the fiscal incentives, this is all right. But it is in the implementation of the project, Mr. Speaker, sir. Now, let me come to the financial services, because I would like to say a few words about what I call the black economy. But I would ask you to conclude, because we've already taken the time allotted to you. I have finished? Almost. I think it's over. So I will allow you 5 more minutes to conclude. You're a very resourceful person. You have a lot to say, but unfortunately. But then, Mr. Speaker, sir, I will, if you allow me, at least this time to say a tribute to Sani Jagannath. But before that, I will say, je voudrais parler du poids de l'économie, the black economy, dans notre société. My friend Honorable Duval mentioned horse racing and the bets, 6 billion. With the bets which are illegal betting, I think it's the double. We have had drug seizures to the tune of 6 billion, Mr. Speaker, sir. So we can see how heavy. Vous me mettez dans une situation extrêmement embarrassante, Monsieur le Président. Je suis désolé. I have been very generous to you. And you know my generosity. Je suis désolé. Non, parce que... Alors, and black money, corruption money, is entering our mainstream economy, Mr. Speaker, sir. And this is being done avec les ramifications entre l'argent de la drogue, l'argent des paris illégaux et l'argent de la corruption. In October 20, recently, the president of FATF wrote this when they were addressing the issue of money laundering. Even as the world battles COVID-19, criminals and corrupt officials are misappropriating funds and misusing government contracts for personal gain. The damages to our communities, money is flowing out of our economies at precisely the time health services need it most. As long as it remains profitable, corruption will continue. That is why stepping up money laundering is vital to making some sure corruption does not pay. And we are still in the list. We are still in the list of the EU, Mr. Speaker, sir. And we hope that sanctions will be taken by the courts and we will be able to get out of the list. I will, Mr. Speaker, sir, I will end paying a tribute, a few words to Sani Jagannath.
Mr. Speaker, sir, we have had great stalwarts from the Bisindiyal brothers, Sir Siswa Garam Ghulam, Sir Satkam Boulel, Sir Gaitan Juval, Sir Abdul Rajak Mohammed. We have to stand on their shoulders. We have to be inspired by them. I have learned a lot from Sanirud. I know he became angry when I left, but then, some time back, he had said that he held no power anymore to change the course of action of the government. He had the broad shoulders of leadership. He had the eagle's eye to scout competence to deliver because he was an achiever. He had the wisdom to delegate, Mr. Speaker, sir, to his companions and officers and gave them the possibility to give their best. He loved his country and he wanted at all times the betterment of his people. But above all, he was a man of trust, a man of discipline, and a man of rigor. And this is what is the most important thing for me. He was, as Sir Maurice Rowe described him in the Commission of Drugs Report 1986, he was a man of uncommon integrity. All this is lacking so sadly today, Mr. Speaker, sir. We can lock the control of power for a few. We can think that the country belongs to us. We can do whatever we like, in particular as regards to public funds. But now it's no But more today- a tribute. It's a debate politics. Okay. If you have more tribute to pay, I will No, allow I you. will, If I, not, I will just end up, suspend the- Mr. Speaker. I'll just end up giving you 1 minute. Mr. Speaker, sir, we not only need a COVID-free country for Mauritius, we need a corruption-free Mauritius. We need a drug-free Mauritius, No. Mr. Speaker, sir. Your time is over. This- I'm sorry. I'm suspending the sitting.